En 1969, dans la région du Sugarland au Texas, Robert et Hila Faye Dent ont kidnappé un policier avec sa voiture pour aller chez la mère d'Hila Faye à Port Arthur. Immédiatement rejoint par 150 autres voitures de police, l'affaire fut retranscrite à travers le pays et l'agent du FBI Bob Wyatt fut forcé d'abattre Robert d'une balle dans la nuque avant d'interpréter Lia sans user de violence. Nul doute que c'est cette affaire qui a inspiré Spielberg pour la réalisation de son tout premier long métrage sorti en salle de cinéma, Sugarland Express. À nouveau produit par la société Universal, cette fois-ci, le studio s'est montré moins permissif vis-à-vis du réalisateur et ils décidèrent de couper certaines scènes du film. L'accueil du film fut cette fois plus timide, pour ne pas dire assez froid. Le film fut un échec au box-office et n'eut droit à un succès que quelques années plus tard. Il est à noter toutefois qu'il eut le prix du scénario au Festival de Cannes. Mais Sugarland Express, c'est aussi la rencontre de Spielberg avec un autre génie dans son domaine. Un génie auquel certaines mauvaises langues attribuent le mérite du succès de toute la filmographie de Spielberg, ce que Duel dément dès le départ puisqu'ils n'ont pas collaboré sur ce film. Je parle bien sûr de John Williams. Certains réalisateurs ont leur compositeur fétiche. Burton à Danny Elfman, Besson à Eric Serra et Spielberg à John Williams. Mais peut-être vous demandez-vous, qui est John Williams? Eh bien, John Williams, c'est ça. C'est aussi ça. Mais ça aussi. Et c'est la quasi-totalité des thèmes des films de Steven Spielberg, dont leur première collaboration se trouve être, comme je l'ai dit, Sugarland Express. Alors, de quoi parle ce film? Lou Jean Poplin, une femme un peu perdue, décide d'entreprendre la reconstruction de sa famille, dont tous les membres sont dispersés. Son mari, Clovis Poplin, est en prison et son fils est en famille d'accueil. Elle force donc Clovis à s'échapper de la prison, puis l'évasion pratiquement réussie, le couple s'en va retrouver leur fils. Mais en chemin, ils prennent un policier en otage et se retrouvent alors poursuivis par un important déploiement des forces de l'ordre et de journalistes à travers tout le Texas. Et puisque j'ai commencé à en parler, autant commencer par ici. La musique de ce film est donc composée par John Williams. Et si vous vous basez sur ses compositions les plus célèbres, vous devez vous attendre à ce que la musique soit très orchestrale, comme ce que je vous ai fait écouter il y a à peine quelques secondes. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La musique de Sugarland Express est beaucoup plus proche de celle d'un western, notamment avec une grande partie de la mélodie jouée en harmonica. Je pense que c'est dû à deux choses. D'abord, le fait que la quasi-totalité du film se déroule au Texas, état connu aux USA pour sa culture country, mais en plus par le fait que le film s'axe beaucoup sur un road trip, et la musique au style country se prête bien au genre. Ce film se concentre principalement sur 4 personnages. Lou Jean Poplin, interprété par Goldie Hawn, qui s'était illustré déjà par 7 ans de carrière dans des films tels que Fleur de Cactus, Dollars ou Butterflies Afri, et qui est encore aujourd'hui en activité. Dans la série Phineas et Ferb où elle fait la voix de Peggy McGee et où elle fait une apparition dans Largué. Son mari, Clovis Michael Poplin, interprété par William Atherton, qui nous livre ici une de ses premiers rôles et que vous connaissez sans doute pour son apparition dans Le Dernier Samouraï ou dans The Girl Next Door. Le capitaine Arlen Tanner, interprété par Ben Johnson, qui avait déjà joué dans Rio Grande, Rancho Bravo ou Rio Verde. Et enfin, le policier Maxwell Slide, interprété par Michael Sachs, qui, contrairement aux autres, eut une carrière bien plus modeste, mais ayant quand même joué dans Amityville. De ces 4 personnages, Spielberg va mettre en avant une personnalité qui le fascine comme on le verra tout le long de sa carrière. Les personnalités hors normes. Sans doute parce que cela fait partie de son vécu, pendant très longtemps il a été considéré comme un Asperger, Spielberg a une certaine tendresse et un certain respect envers les personnages qui feraient des choses stupides sans se préoccuper de ce que penserait la société d'eux. Cette affection se représente par 2 choses. D'abord, le ton du film. Plutôt que de prendre la forme d'un drame ou d'un film d'action, Spielberg choisira de donner au film la forme d'une comédie dramatique.
Alors, pour vous expliquer, la différence entre un drame et une comédie dramatique, c'est qu'une comédie dramatique va aussi se terminer de manière triste, mais va se permettre d'être ponctuée par des saillies comiques. Et ces dernières sont assez sympathiques. Toi qu'on va quelque part, il faut que tu trouves un prétexte pour me faire Je une voudrais scène. seulement que tu te taises, papa, tais-toi. Je suis fatiguée de t'écouter, fatiguée. Mes pieds me font mal, je suis fatiguée d'être debout, tais-toi. Tu n'as qu'à t'asseoir, assieds-toi, ça reposera tes Je pieds. m'assierai sur quoi, veux-tu me le dire? Tu crois peut-être que je vais m'asseoir sur mon sac? Assieds-toi sur des noyaux de pêche, appuie-toi sur les pouces. Qu'est-ce que vous faites là? Madame et moi avons eu notre voiture volée par un détenu qui se faisait passer pour un ouvrier. C'est pas une Buick verte? Vert écume de mer de Une 1956. Roadmaster BOW 404. Volé. C'est vous qui vous appelez Alvin Knocker de New Oh, Frankfurt. oui, C'est monsieur, ça, oui, monsieur, c'est vous ça, l'avez retrouvé, c'est ça. merci. Restez là monsieur. sans bouger. Et ensuite par nos personnages principaux et leur rapport avec la société dans laquelle ils évoluent. Le couple Poplin est représenté comme deux enfants, deux êtres déterminés, certes, mais dans leur attitude, leur insouciance, leur plaisir de la vie, ce sont avant tout deux grands enfants et qui veulent avoir une vie tranquille avec leur fils. Dommage qu'on n'ait pas le son. Je vais te faire la sono. Viens, tu vas voir. En revanche, Spielberg a un regard très sévère sur la société avec les reporters opportunistes, les excités de la gâchette qui font plus de dégâts qu'eux, ou même les fanatiques. On sent que le film se place bien plus du côté des fugitifs que du côté des personnes qui les jugent. Bon, ceci dit, le début du film part très mal de ce côté-là, la faute a un rythme beaucoup trop rapide et a des dialogues mal écrits. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la VF à mettre en cause, mais la plupart des dialogues tombent un peu à plat, ils ne sont pas vraiment pertinents, bien que la mise en scène rattrape cela. J'ai jamais tué personne. Allez, mon vieux, rendez-moi ça. Vous avez pas idée des ennuis que vous allez avoir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. Si vous ne me le rendez pas de votre plein gré, vous serez accusé de vol qualifié. Non, ça va, hein. Esthétiquement, le film est plutôt réussi, il y a un effort du côté des effets spéciaux et on sent une caméra plus maîtrisée, sans doute aussi parce qu'elle est plus légère comme nous le verrons plus tard. Par ailleurs, j'ai remarqué que les arrière-plans du film restent vivants, quelle que soit la scène, il se passera toujours quelque chose en arrière-plan qui permet du remplissage au film, et éviter à celui-ci d'être trop creux. Le montage est à la fois basique et complexe, basique parce que techniquement il n'y a pas vraiment de coupe révolutionnaire, en revanche c'est au niveau des plans et des cadrages qu'il y a une véritable prouesse artistique. C'est dans l'une des premières scènes de dialogue avec le shérif que fait suite à un plan 360 degrés dans la voiture, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. La scène du cartoon, reflétant à la fois l'ascension du personnage mais aussi la peur de chuter, ou même le plan de l'ours en peluche qui est très symbolique dans la perte de l'innocence détruite par la société. Ça va être également le centre même du scénario du film, l'innocence et sa perte, non seulement métaphoriquement parlant, avec l'enfant à récupérer tout le long du film, mais aussi de l'innocence de nos deux protagonistes qui va se faire détruire par les affres de la société. C'est d'ailleurs assez paradoxal qu'un film qui est assez coloré tout le long, qui a certes le terme drame collé sur le front, mais qui s'est toujours permis quelques passes humoristiques et un ton et une atmosphère plutôt légère, se termine par une fin extrêmement sombre. Et je pense que c'est ce qui a déplu au public à l'époque, le scénario se termine sur une note extrêmement pessimiste, ce qui à l'époque n'était pas très appréciable pour le public qui voulait que ces histoires se terminent toujours sur une note d'espoir. Mais malgré tout, je ne considère pas cela comme un défaut. Si en sortant du film vous avez un goût amer dans la bouche, alors le film a bien fait son travail, car ce goût amer c'est tout simplement la tristesse qui doit vous envahir de voir que des personnages attachants aient fait toute une quête inespérée qui allait peut-être se concrétiser pour au final se heurter au mur de la réalité. Le film n'est pas exempt de défauts, comme je l'ai dit, le début du film est extrêmement maladroit et hasardeux, mais il reste un très bon film. En plus de la première collaboration avec John Williams, c'est sur ce film que se fera connaître Matthew Robbins, qui pour ceux qui ne le savent pas, Matthew Robbins c'est le scénariste entre autres du Dragon de Lac de Feu, du Miracle sur la 8ème rue, film dont il est aussi le réalisateur, mais aussi de Mimic et de Crimson Peak, deux films de Guillermo del Toro. Et je vous conseille ces 4 films, c'est de la bonne. Sugarland Express est le premier film tourné avec une caméra Panaflex. Cette caméra, qui deviendra standard à Hollywood, permettra notamment à Spielberg d'effectuer le premier plan à 360 degrés de l'histoire du cinéma.
Bien que le film ne soit pas mauvais, on peut dire que Spielberg a fait des débuts assez difficiles dans le cinéma. Ceci dit, cela n'empêchera pas de réaliser son prochain film qui, contrairement à son aîné, deviendra un succès critique et commercial, encore reconnu aujourd'hui comme étant le meilleur film de requin jamais réalisé, Les Dents de la Mer.